Merci de venir à cette matinée. Donc, d'abord, merci aux organisateurs. Je ne vais pas rompre la tradition, effectivement. Nous sommes très bien accueillis par nos amis amiénois. Voilà, donc on est ravis. Alors, la table ronde, donc la première table ronde de ce matin, va porter finalement sur poser les problèmes, les approches, et une approche organique. Et puis, viendra ensuite une approche fonctionnelle. Voilà. Et donc, nous aurons 3 intervenants, effectivement. Et je vous présenterai au fur et à mesure. Et donc, on va commencer par parler, effectivement, de la révision constitutionnelle de 2003, ce que certains ont appelé l'acte 2 de la décentralisation. Voilà. Et donc, pour ce faire, c'est Isabelle Muller-Coix, donc, qui est maître de conférence dans cette maison, à qui je cède la parole avec beaucoup de plaisir. Oui, je vais mettre le... Tu veux le pied Non, je vais prendre le pied. Bon, j'en sais rien, en fait, je m'en fiche. À vrai dire. Mais par contre, dis-moi la petite chose là, que je sache. Merci à Céline et à Basile de leur accueil, bien sûr, et surtout de faire vivre la recherche en droit public dans notre université. Voilà, c'est très, très agréable d'être invité à ce colloque. Alors, je vais vous parler de l'utilité de la révision constitutionnelle de 2003. La réforme de la révision, issue donc de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République était placée sous le triple sceau d'une décentralisation consolidée, clarifiée, démocratisée. Cette révision de 2003, donc protéiforme dans ses objectifs, a renforcé considérablement le texte consacré à la décentralisation dans la Constitution. D'abord, l'article 1, le plus symbolique, a été modifié afin de reconnaître le caractère décentralisé de l'organisation de la République. L'article 72 s'est vu ajouter la reconnaissance constitutionnelle de la région, l'acceptation d'une diversité territoriale du droit par l'expérimentation législative ou réglementaire, l'affirmation de l'existence d'un pouvoir réglementaire local, en tout cas express, le principe de subsidiarité au profit du local avec la notion dite de chef de file, même si elle n'apparaît pas, ou d'action commune, l'ouverture des institutions locales à la démocratie directe, ainsi que la promotion au rang constitutionnel de certains principes issus de 1983, de la loi de 83, comme l'interdiction de la tutelle, et également, bien sûr, le principe d'autonomie financière et ses conséquences. L'exercice du bilan de cette révision constitutionnelle a déjà été réalisé, notamment par Bertrand Faure, 10 ans après, en 2013, qui déjà écrivait que la révision constitutionnelle 2003 ressemble à peu près à un échafaudage inutile, écrivait-il. Il soulignait des avancées plus apparentes que réelles, un texte trop riche en façades et en compromis. En écho à ce constat, Gérard Marcoux écrivait dès 2008 que sur le plan institutionnel, la portée de la révision constitutionnelle a été plus faible qu'escomptée et en réalité, elle n'est pas en tout point favorable aux collectivités. Il disait aussi, on pourrait se demander si cette réforme est bien celle dont la décentralisation avait besoin. Les lois postérieures formant l'acte 3, mais prises dans ce cadre constitutionnel de 2003, sont ainsi apparues comme soit recentralisatrices, soit techniciennes, sans souffle ou contestées dans leur ampleur. On pense notamment à la loi NOTRe et à sa révision en quelque sorte par la loi Engagement et Proximité de 2019. Et on peut penser que c'est aussi le cas de la future loi 4D, catalogue de mesures très techniques, bien loin d'une réforme globale de la décentralisation. Plus de 10 ans donc après ces constats, où en est-on du bilan de cette révision constitutionnelle, le temps que ces auteurs appelaient de leur vœu comme facteur d'acclimatation de ce flot de mesures a-t-il fait son effice? Les conclusions sont-elles les mêmes sur l'inutilité de cette promotion constitutionnelle? Et surtout, que conviendrait-il de réviser à nouveau pour que la décentralisation continue de progresser? En d'autres termes, dans un premier temps, quel est le constat que l'on fait? Mais c'est un constat renouvelé de la portée limitée de la réforme de 2003. Avec des grands principes dénués d'effectivité, sur la plupart des mesures phares inscrites en 2003, le même constat peut être fait. Peu d'avancées réelles, peu d'utilisation des procédures novatrices, peu de réalisations concrètes. Sur le plan démocratique, tout d'abord, peu de référendums locaux décisionnels ont été organisés.
preuve de la réticence des élus locaux à ce procédé, et surtout aussi quasi-absence de prise d'initiative citoyenne, alors que c'était inscrit, c'était possible pour les consultations locales. Sur le plan institutionnel, la région, promue collectivité territoriale, ne s'est pas imposée comme la collectivité de premier plan. Certes, la loi NOTRe de 2015 a renforcé ses compétences, mais elle lui a dénié un pouvoir réglementaire d'adaptation des lois. Le pouvoir réglementaire local reste dérivé, subsidiaire par rapport au pouvoir réglementaire national, même pour venir exécuter les lois portant sur les compétences locales. Pour des raisons d'égalité, pensées comme l'uniformité, ce pouvoir reste essentiellement un pouvoir d'application des lois, très loin du pouvoir d'adaptation des lois que certains avaient voulu voir dans la révision constitutionnelle. Toujours au plan normatif, la différenciation territoriale s'est accrue au plan institutionnel et des compétences par la reconnaissance des différences statutaires nombreuses, collectivités européennes d'Alsace, la Corse, les Outre-mer, mais elle est restée à quai concernant la différenciation normative. Les notions d'expérimentation législative et réglementaire, issues de l'article 72, alinéa 4, révolutionnaires en principe, car permettant de déroger à la loi, sont restées quasi lettre morte du fait de la procédure excessivement compliquée à mettre en œuvre par la loi organique du 1er août 2003 relative à l'expérimentation. On ne compte en effet que 4 hypothèses d'expérimentation dites normatives fondées sur l'article 72 alinéa 4. Alors certes, la loi organique nouvelle du 9 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations vient corriger la donne en permettant de simplifier la procédure, en ce sens que la reconnaissance de l'expérimentation pourra se pérenniser dans une seule collectivité et qu'il n'y aura plus publication au journal officiel des actes pris par les collectivités dans le cadre de cette procédure. La loi 4D, en discussion, prévoit des hypothèses de telle différenciation territoriale, mais elle reste très circonscrite et même si le principe est posé, pour l'instant, les illustrations restent très très peu nombreuses. S'agissant des compétences, la subsidiarité est vide de portée juridique. On ne peut pas fonder de QPC dessus. La jurisprudence du Conseil constitutionnel 2005 sur l'éolien indique sa relativité. Il est très difficile de définir le fameux mieux inscrit dans la Constitution permettant de décider que les collectivités territoriales ont une vocation prioritaire à exercer une compétence. Elle est, selon les mots de Jean-François Brisson, un concept plus prometteur que précis, une règle de bonne gouvernance, mais pas un véritable principe juridique. De même, la multiplication des contrats, des délégations de compétences entre collectivités, apparaît comme une réalité incontournable de la décentralisation, organisée par les législateurs successifs, qui proclament tous un désir de clarté et de spécialisation, mais facilitent en réalité les partages de compétences, car ils sont mieux à même de réaliser l'effectivité dans l'exercice des compétences. En conclusion, le bilan actuel ne diffère guère de celui effectué il y a 10 ans, selon lequel elle semblait ouvrir un cycle nouveau. Elle prépare plutôt la conclusion d'une époque, comme l'écrivait Bertrand Faure. Il fallait beaucoup de volonté politique et de temps, mais on sent que le temps n'a pas fait son œuvre. Et le constat est en particulier très sévère en matière financière, où véritablement il y a une grande méprise sur la notion d'autonomie financière. Alors je ne vais pas y revenir puisque ça fera l'objet d'autres développements, mais comme vous le savez, la revendication d'autonomie financière, elle s'est focalisée sur la question de la ressource propre par rapport aux ressources totales des collectivités, et notamment des recettes fiscales. Elle est plus qu'ambiguë puisqu'elle se compose d'impôts également partagés avec l'État. Et de là, une grande méprise entre cette autonomie financière telle que consacrée par le texte et celle souhaitée par les élus locaux qui mettent en avant l'idée de consentement à l'impôt local. Même méprise, ou en cas tout à fait même relativité par rapport à la notion de part déterminante et cette fameux ratio d'autonomie financière dont vous savez qu'il est établi à 2003 parce que censure du Conseil constitutionnel sur la première mouture de la loi organique de 2004, qui fait que finalement on est très loin de cette conception de l'autonomie financière qui verrait les collectivités locales avoir des ressources propres constituées d'impôts sur lesquels elles ont un pouvoir de décision.
C'est une réalité d'impôts partagés, fractionnés, autrement dit, et ça n'a fait que se poursuivre, je passe là encore parce que je n'ai pas le temps, ça n'a fait que se poursuivre avec toute l'évolution qu'on a connue depuis 2003 dans la fiscalité locale, remplacement de la taxe professionnelle par la CET, notamment par la CVAE, puis au fur et à mesure, remplacement par des parts de TVA de différents impôts locaux au gré de leur suppression ou de leur transfert de niveau à niveau. Cette réduction donc, du pouvoir fiscal est dénoncée comme diluant le principe du consentement à l'impôt local et ce faisant, la responsabilité fiscale des décideurs locaux à l'égard des citoyens disparaît. Il n'y a pas que d'ailleurs dans ce domaine-là, au plan financier, qu'il y a beaucoup à dire sur la révision constitutionnelle de 2003. On sait aussi que le principe de compensation des charges intégrales, etc., immédiate, n'a pas fonctionné, ou en tout cas ne fonctionne pas dans l'évolution du temps, qu'il y a beaucoup à dire sur la compensation qui est donnée par l'État. Et enfin, alors que la réforme de 2003 apportait une autonomie de gestion du côté de la dépense, on voit qu'avec les contrats dits de Cahors, cette libre disposition des fonds se voit aujourd'hui encadrée pour les plus grandes collectivités. En conclusion, le bilan de la réforme de 2003 est très contrasté. C'est un schéma rigide, fixé dans le temps, qui fait peser un jeu de contraintes sur l'État sans assouvir pour autant le besoin de garantie et d'autonomie des collectivités. Et donc, on pourrait conclure à son utilité, c'est vrai, mais surtout doit nous amener à nous interroger sur ce qui pourrait fonctionner à l'avenir, ou ce qui n'a pas fonctionné, et ce qui doit animer un renouveau de la décentralisation. Ces évolutions nécessaires, il semble aujourd'hui qu'elles ne passent pas par une réforme constitutionnelle. La réforme territoriale ne passe pas forcément par une révision constitutionnelle. La réforme de la Constitution n'apparaît plus comme la solution permettant de faire évoluer la décentralisation. En raison du blocage du Sénat, de nombreuses révisions ont avorté du fait de son opposition à de nombreuses révisions dans différents domaines, et il faut le dire, de sa quasi-polarisation à droite de façon pérenne, à l'exception de 2012 à 2017. Cet état des forces politiques pose la question de l'effectivité de la voie de la révision et donc de l'évolution de nos institutions. L'abstention pose la même question quant à la possibilité de révision par une initiative populaire. Cela explique le contournement de la révision constitutionnelle par la loi organique relative à l'expérimentation, qui a permis de réformer sans réviser. Et cela avec bien sûr l'aval du Conseil d'État, qui a dit dans différents rapports qu'on pouvait se passer d'une révision constitutionnelle. Cette substitution pose le problème de la légitimité d'une réforme alors même qu'elle touche à notre pacte républicain et notamment à l'arbitrage constant que la décentralisation oblige à faire entre revendication des particularismes des libertés locales, de spécificité, et puis notre mythification de l'égalité conçue comme uniformité, comme unité. On ne peut pas compter non plus sur la jurisprudence constitutionnelle dont on sait qu'elle est extrêmement restreinte, extrêmement en matière de libre administration, elle se contente d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Les censures sont rares, le contrôle restreint est pratiqué. On peut aussi noter que ce qui peut être important pour les collectivités ne se trouve pas toujours dans la Constitution. Je pense notamment à la clause générale de compétence dont le Conseil constitutionnel nous a dit qu'elle n'était pas protégée constitutionnellement. Et donc, on se dit que finalement, ce n'est pas dans la Constitution, par une révision constitutionnelle, que la réforme territoriale évoluera. La décentralisation ne passe pas non plus par une réforme juridique, mais par une réforme des esprits. Il apparaît nécessaire de changer de logiciel dans la conception de la décentralisation pour plus d'effectivité. L'idée, c'est que les collectivités locales, elles redemandent une plus grande clarté, une plus grande latitude dans l'exercice des compétences, que l'État soit moins précis dans leur encadrement, qu'il leur laisse avoir plus de marge de manœuvre, que les préfets soient moins tatillons, que l'État doit laisser plus de confiance, de responsabilité, de marge de manœuvre dans leurs compétences existantes. Et on le voit, on passe un petit peu d'un État prescripteur à un État accompagnateur. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner avec des actions comme Action Cœur de Ville, pactes territoriaux, territoires d'industrie, etc., qui met l'accent sur l'empowerment des territoires. Autre élément,
Cette confiance de l'État dans la collectivité, à disposer de l'attitude d'action, elle passe également par le fait que les collectivités doivent ne pas agir de façon isolée, mais prendre conscience qu'elles sont avant tout membres du collectif et agir de façon ordonnée pour le bien commun. Il s'agit de sortir de cette logique de confrontation multiple, car il y a un seul intérêt général, mais décliné et partagé. Et l'idée, c'est qu'il faut peut-être évoluer d'une décentralisation plus respectueuse de la cohésion des territoires, c'est-à-dire d'une décentralisation à une république des territoires qui serait plus en cohésion. Alors, quitte à avoir des propos, et puis il me reste peu de temps, qui mettent un petit peu à mal les tabous de la décentralisation, on pourrait évoquer 3 tabous peut-être sur lesquels il faudrait s'interroger. Alors, c'est soit pour certains des vœux pieux, pour d'autres c'est agiter le chiffon rouge. Premier tabou, c'est la clarté des compétences. Pour moi, il n'existera jamais entre les collectivités territoriales dont l'action repose sur la contractualisation, les délégations à l'action commune. Donc arrêtons de dire que l'on souhaite la clarté et la simplicité quand le constituant de 2003 et le législateur organisent depuis lors la nécessaire complexité des compétences locales. Organisons, rationalisons cet exercice de l'action commune. Deuxième tabou, celui de l'interdiction de la tutelle entre les collectivités. Pour faire simple, ce principe, il est constitutionnalisé, mais en réalité, il pose peut-être plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Et peut-être faudrait-il revenir, dans certains cas, sur cette interdiction de la tutelle, de manière à ce que cette action commune soit plus efficace. Alors, pas dans tous les domaines. La tutelle, elle existe déjà, de toute façon, entre les grandes collectivités quand elles fournissent des subventions. Troisième principe, je vais très vite, la question de la responsabilité fiscale des élus, qui exigerait donc un meilleur consentement à l'impôt. Il me semble que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Pour le citoyen aujourd'hui, peu importe l'origine de la ressource, c'est la liberté de dépense et le montant de cette ressource au regard des services publics locaux qu'il souhaite voir mis en œuvre qui prime. Et donc, la distinction doit être faite entre autonomie de gestion et autonomie de financement. L'important, c'est quel est le service public qui est fourni, et peu importe pour le citoyen qu'elle vienne finalement d'impôts partagés ou de ressources par des impôts locaux. L'important, c'est comment la responsabilité du décideur local met en œuvre l'argent dont il dispose. Et donc, les exemples étrangers, d'ailleurs, nous prouvent, l'Allemagne, que l'on peut avoir à la fois tutelle et absence de responsabilité fiscale, mais avoir une meilleure une cohésion des territoires. Et il me semble, en conclusion, que c'est vers là qu'il faudrait peut-être aller, vers une république qui souhaite à la fois mettre en œuvre une décentralisation raisonnée, mais qui, parce qu'elle fait participer les collectivités locales à beaucoup de politiques nationales, et c'est un fait, c'est ainsi, c'est comme ça qu'on le souhaite dans notre décentralisation à la française, permettre une meilleure cohésion des territoires. Merci.